Salut Étienne. Salut Baptiste. J'ai un nouveau concept. Vas-y, je t'écoute. Je vais l'appeler le paradoxe de j'adore ça. OK. Comment un mec ultra talentueux peut se retrouver avec un grand poireau niaiseux pour que les deux fassent un podcast ensemble sur leur passion commune? Je suis tout petit. Tu dis que je suis grand. Non, c'est moi le poireau niaiseux. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply, deeply, deeply love. Super, initiative. Yes. Oh, 19. Et 18. Et que... Hey, pour vrai? Ah oui, je te jure. J'anime, bienvenue à bord de J'adore ça. Yes. Aujourd'hui, un autre podcast vraiment cool. Le sujet, ça va être les paradoxes. Plus précisément, les paradoxes issus du monde du sci-fi. Ouais. J'ai vraiment hâte qu'on en parle. Ouais. Et d'abord, comme d'habitude, Baptiste et moi, on rattrape le temps perdu depuis le dernier épisode. Baptiste, quoi de neuf de ton côté? Je crois que j'avais parlé du fait que j'avais reparti la série Last of Us saison 1 Oui. et le jeu Last of Us 1. Oui. Puis là, le jeu Last of Us 2 vient de sortir sur PC Oh yes! pour la première fois de toute l'histoire du jeu vidéo. Wow. Fait que j'ai pas eu le temps de finir le jeu vidéo 1 parce que c'est quand même c'est du temps. c'est beaucoup de temps. Fait que là c'est pas grave, tu sais, j'ai quand même regardé la saison 1 puis mettons je pense que je me suis rendu peut-être à 30% du premier jeu puis là, je me suis dit c'est correct, là, j'ai rejoué l'histoire puis là je me souviens de ce qui se passe puis ce qui s'en vient, les punchs puis tout ça. Fait que là j'ai juste lancé l'intro du 2. Tantôt, là, fin d'après-midi, là, j'ai juste regardé la vidéo de début, là, l'intro avec Joel et Ellie qui sont nos deux protagonistes. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Donc, t'as fait le first Last of Us, puis là, tu commences le Last of Us. Exactement. Nice. Le Last of Last. Ouais, tout à fait. Last of Last. Ouais. Last of Last. Il est encore sur ma liste en passant. Oui, ouais. J'ai hâte que tu joues puis que tu me donnes ton avis. Puis c'est ça, j'ai bien hâte de voir ce fameux jeu que je sais plus si j'en avais parlé, mais je me suis jamais volé de punch à essayer d'aller voir, mettons, le 2, ça a l'air de quoi. Tu sais, je le sais là, qu'il y a eu des genres de scandales, là. Il y avait du monde qui trouvait que c'était du contenu woke parce que là, il y avait des relations lesbiennes, puis il y avait des choses de même. Mais, tu sais, ça j'ai comme tassé ça de ma tête. Je me suis dit, c'est pas important que je pense à ces choses-là. Je veux juste attendre que le jeu sorte sur PC, puis je veux vivre l'histoire comme une première fois. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça. Ouais. Super. Mais de toute façon, peu importe ce qui sort, il y a toujours des gens qui vont chialer. Exactement. Puis c'est pour ça que J'adore ça existe. C'est pour c'est ajouter pour... un peu de positif. Exactement. Hein? C'est cool. Exactement. Tout à fait. Ouais. Puis toi, Étienne? Ben là, on parlait de Last of Us 2. Moi, je te parle de Nintendo Switch 2. Wow! Ben oui, c'est annoncé vrai. En J'ai grande vu ça. trombe. J'ai vu ça. Trompe. Avec tambour et trompette. Pour vrai, Étienne, super il capote. Nintendo Direct. Ouais, oui, quand même, parce que, OK, tu sais, c'est une console portable, mais c'est une console dont les specs surprennent, ou du moins l'output, je veux dire, sur le dock, donc sur la télé, ça peut faire du 4K 60 FPS HDR et ça peut aller jusqu'à 120 FPS. Pas en 4K, mais quand même. Puis, je veux dire, pour une console de Nintendo, c'est assez impressionnant. Ben oui. Encore plus pour une console portable, la taille de ça, c'est la même taille, la même épaisseur que l'ancienne Switch. En mode portatif, ça fait du 180p et jusqu'à 120 FPS aussi. Quand même. Ce qui est quand même impressionnant pour une console portable. C'est vraiment le fun. Les manettes peuvent servir de souris, si on en avait parlé la dernière fois. Pour les first-person shooters, c'est vraiment cool. Puis là, ils ont annoncé un nouveau Mario Kart. Puis moi, comme j'ai dit dans notre épisode de jeu multijoueur, j'aime bien Mario Kart. Sauf que d'un autre côté, je sais que Mario Kart, je veux dire, chaque version était pareille à l'ancienne pratiquement. Puis, ils ont décidé de réinventer Mario Kart. Donc, maintenant, c'est Mario Kart World. Et c'est un gros open world où toutes les pistes sont interconnectées. Ah ouais. Tu peux te promener entre les pistes. Puis quand tu fais un Grand Prix, tu
fait une course, puis ensuite, la deuxième course, dans le fond, va commencer par... Faut que tu te rendes à la deuxième course et ensuite, tu vas faire des tours sur la deuxième. C'est drôle, ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Puis c'est quasiment Mario Kart Pro Skater. Tu peux grinder sur des trucs. Il y a vraiment beaucoup de personnages. Il peut y avoir jusqu'à 24 personnes dans les mêmes courses. Vraiment excité. D'ailleurs, JP sur notre Discord dit que lui, il pense qu'il veut une Switch juste pour Mario Kart World. C'est tout dire. Exactement. Potomax, lui, dit que c'est pareil, mais pour Donkey Kong. Donc, Donkey Kong, ils ont annoncé tout le monde s'attendait à un Mario 3D, puis Nintendo a dit « Non, c'est un Donkey Kong. » Puis c'est un Donkey Kong 3D complètement réinventé, mais tu vois la signature visuelle que c'est le même groupe, c'est le même studio qui a fait Mario Odyssey, qui fait maintenant Donkey Kong. Ça a l'air vraiment, vraiment amusant. Zelda, un nouveau Zelda. Mais là, vas-tu parler du Metroid? Ben, j'y arrive. Parce que ça, j'ai juste entendu une bribe d'infos, puis j'ai fait c'est sûr qu'Étienne va m'en parler au prochain épisode. Ben oui, c'est sûr. Zelda Warriors, un Warriors game dans le fond, Hyrule Warriors Age of Imprisonment, qui en gros est un jeu, je te dirais, compagnon au Zelda qui est sorti en 2023, Tears of the Kingdom, qui va dans le fond, qui va te permettre de vivre l'histoire qui s'est déroulée dans le passé, alors que toi, tu étais dans le présent / futur. Toujours très intéressant. Il l'avait fait pour le jeu précédent, puis moi, j'avais beaucoup apprécié, même si je suis pas quelqu'un qui joue et qui aime les Warriors games. Celui-là, j'avais aimé jusqu'à un certain point, on s'entend. Mais oui, Metroid Prime 4... ce jeu-là a été annoncé, si je ne me trompe pas, lorsque la Switch a été annoncée, ou pas loin, la même année, ou à même la même année. Il a été annoncé, il a été retardé, il a été annulé et recommencé, puis il est enfin sorti. Puis c'est un jeu de Switch 1, mais c'est également un jeu de Switch 2 sur lequel tu peux jouer en mode souris. Ça a été confirmé en t'attendant pour l'enregistrement. Je regardais des détails. Ça a été confirmé que ça va rouler 4K HDR 60 FPS. Puis c'est tellement beau. C'est beau. C'est beau. C'est très, très beau. Exact. Ils l'ont échappé sur quelques points, par contre. Je tiens à le mentionner. Tu sais, PlayStation 5, la tech démo qui allait avec, c'est Astro's Playroom. Un tech démo tellement impressionnant que ça a créé sa propre franchise de jeu Astrobot qui a gagné le jeu de l'année. Bon, tu vois le genre, là? Nintendo, eux, ont fait comme nous aussi, on a un tech démo qui est également un manuel d'instruction à savoir comment la Switch fonctionne. Tu sais, c'est interactif, c'est drôle, c'est ha. Les gens regardaient ça et faisaient comme OK, cool. Puis à la fin de la présentation, ils font puis va falloir l'acheter, c'est payant. Puis je te garantis que personne va acheter ça. Absolument personne va acheter ça. Donc, un petit oups. L'autre petit oups, c'est le prix. La console va coûter 630$ canadiens. C'est cher. C'est assez cher. Ben, c'est moins cher quand même qu'une PlayStation, mais bon, la PlayStation, c'est une machine quand même un peu plus intense en termes de performance, là. Oui, mais la Switch a la portabilité qui est quand même assez intéressante. Il y a des trade-offs. Bon. Puis les third parties sont all-in. Il y a Elden Ring qui arrive sur Switch, Street Fighter, et tous les jeux d'EA Sports, Dusk Bloods qui est un genre de Bloodborne 2, mais qui ne peuvent pas appeler Bloodborne parce que Bloodborne, c'est comme question de trademark, ils peuvent pas faire ça. Bon, Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake, Split Fiction arrive sur Split Switch. Fiction. Hades 2, bien entendu, et Silk Song a été confirmé, entre guillemets, avec astérisque, parenthèse italique, gras, souligné, peu importe comment tu veux, mais Silk Song a été confirmé pour 2025 dans cette présentation-là. Mais Silk Song a été confirmé pour tellement d'autres dates par le passé. Donc, c'est le jeu le plus désespérément attendu par beaucoup de monde en ligne. Donc, c'était vraiment intéressant. J'ai très apprécié la présentation et j'ai hâte. C'est quand donc la sortie de... La sortie, c'est le 5 juin. Le 5 juin. 5 juin. Eh bien, tu nous feras des chroniques sur la nouvelle... cette nouvelle console une fois qu'elle sera sortie puis que tu pourras l'essayer.
J'ai hâte. Absolument, absolument. De ton côté? Ben, là, il y a 2 jeux. Je vais commencer par un que j'en parlerai pas trop longtemps. Là. C'est Assassin's Creed Shadows. OK. Que Oui, j'ai, au Japon. que j'ai essayé parce que les reviews étaient meilleurs, je trouvais, au lancement que, mettons, les précédents. Puis je crois qu'ils ont quand même réussi à faire du renouveau. Chose qui manquait beaucoup aux derniers opus de Assassin's Creed. C'était un peu toujours les mêmes mécaniques. C'était de plus en plus grand open world, mais de plus en plus vide. Puis plein de choses problématiques qui s'accumulaient dans Assassin's Creed. Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'est jamais arrivé tant que ça dans un Assassin's Creed jusqu'à maintenant, c'est que dans les fights, je rush. Oh. Genre, je meurs souvent. Oh. Mais je suis pas pour autant, c'est pas aussi violent que Elden Ring, mettons, où là, je pense que j'abandonnerai assez rapidement ce jeu-là. Mais je meurs plus souvent, puis c'est parce que, mettons, tu joues 2 personnages, puis il y en a une, c'est une shinobi. Puis elle, elle est donc pas très armurée, mettons, mais ça veut dire que t'es mieux de faire du stealth puis de l'assassinat plutôt que d'aller full front dans le fight. Puis j'aime beaucoup ça parce que des fois, ça m'est même arrivé d'aller à des camps puis de me dire, ok, non, clairement ils sont trop forts pour moi au niveau où je suis, j'ai pas assez de stuff, je reviendrai plus tard, tu sais. Puis j'ai aimé ça. Puis à date, l'histoire est quand même intéressante. Bon, il y a toujours en tout cas, dans le scénario des fois, puis dans les façons dont ils font ça dans Assassin's Creed, c'est cool, mais c'est pas wow. Tu sais, c'est pas genre une histoire qui te jette par terre comme dans Last of Us 1, mettons, ou dans même God of War, l'histoire est malade mentale. Puis tu sais, mais c'est ça, je me fais jamais jeter à terre par un scénario de Assassin's Creed, du moins pas depuis les 2, voyons. Il y a eu Assassin's Creed 2, là, puis Brotherhood, puis tout cela avec Ezio Auditore, qui était l'assassin le plus connu de toute la franchise. Ça, c'était une super bonne histoire, mais depuis ce temps-là, j'ai jamais été jeté à terre par les histoires d'Assassin's Creed. Est-ce que tu crois que c'est causé par l'aspect open world de la chose? Peut-être, parce que là, il faut qu'ils développent plus de dialogue avec plus de monde, puis là, ben peut-être que ça dilue la pertinence, mettons, des échanges que tu peux avoir avec plein de monde, plutôt que de dire, hey, au lieu d'avoir 200 personnes à qui tu peux parler, mettons que t'en aurais juste 20, mais qu'on investit vraiment tout l'équivalent de cet argent-là dans juste 20 dialogues, peut-être que ça torcherait un petit peu plus en termes de scénario. J'aime ça ce que tu dis. Tu me dis ça, puis c'est comme si soudainement, devant mes yeux, j'essaie d'imaginer un film où le personnage principal s'adresse à 200 personnes différentes, puis je me dis, non, ça peut pas être une bonne idée. Non, ça marche pas, c'est ça. Fait que, en tout cas, ça, puis là, ben, j'avance tranquillement, mais en même temps, là, je viens comme je disais, d'installer Last of Us 2, puis là, en tout cas, bref, je sais pas quand est-ce que je vais le finir. Mais c'est ça. Split Fiction, la dernière fois que j'en ai parlé, est-ce que j'avais parlé du fait que je l'avais fini ou pas encore? Non. Ok, là, je l'ai fini. Clairement un nominé pour les Game of the Year Awards, c'est sûr et certain. Statement. C'est sûr et certain. Peut-être même que je pense qu'il va gagner au moins certains prix. Je sais pas s'il va gagner Game of the Year, mais pour vrai, mettons, je résume sans voler punch là. Peut-être 50-60% du début du jeu, c'est vraiment cool. C'est un très bon jeu coop, mais puis là, t'évolues dans un univers où, comme je disais, peut-être 2 fictions dans le fond, c'est soit de la fantasy, soit du sci-fi, fait que là, tu t'alternes entre les deux, puis les personnages, le scénario est un peu aussi correct, mais tu sais, c'est pas impressionnant, c'est pas à se jeter par terre, mais rendu au dernier tiers du jeu, les gameplay mechanics sont crazy bad shit. No joke. Pour vrai, c'était tellement intense et parfait en même temps là. Ça fait longtemps pour vrai que j'ai pas eu un gameplay qui m'a autant surpris, mais c'est à toutes les 30 secondes, à toutes les 1 minute, t'as une nouvelle surprise puis ça arrête pas, puis là là je veux comme pas voler trop de punch, mais mettons que j'en donne juste un, c'est que dans Split Fiction, c'est que tu à un moment donné, tu sais, comme je disais, t'as le fantastique et le sci-fi, puis à un moment donné, littéralement, t'as comme la séparation dans l'écran des 2 joueurs qui jouent ensemble.
puis tu peux passer d'un monde sci-fi au monde fantasy de l'autre côté, puis hey, c'est pour vrai, non, c'est malade. Pour vrai, ils ont vraiment fait quelque chose d'impressionnant. Tu sais, ils avaient fait de très bons jeux avant ça, mais je dois dire que lui, le dernier tiers du jeu, pour moi, c'est l'un de mes moments de l'année 2025, assurément, là. C'est vraiment. Ouais. Ça, c'est le genre de surprise qui est cool parce que t'as tellement de jeux qui viennent lourds à la longue ou juste longs. Exactement. Ou juste, t'as fait le tour rapidement, puis c'est bien ça. C'est le genre de truc qui me manque. Tout à fait. Le genre de truc qui me manque. OK, ben va falloir que je t'essaye. Je recommande, puis surtout que toi, tu peux peut-être jouer avec ta blonde, puis en tout cas, des affaires coop, là, c'est vraiment un bon jeu à jouer en coop. Voilà. All right. Toi, Étienne? Moi, je vais aller du côté télévision. J'ai rien côté cinéma ce mois-ci, ce qui est quand même rare, mais télévision, juste un petit clin d'œil pour mentionner, Severance a officiellement pris le titre de meilleure série de tous les temps. J'en ai pas encore parlé, là, mais premièrement, la saison 2, elle est sick, puis ce que je trouve impressionnant aussi, c'est que il y a beaucoup d'épisodes qui pourraient être des épisodes stand-alone. Ah oui. Mais que tout ensemble, ça fait beaucoup de sens. Puis le clou du spectacle au dernier épisode, pour vrai, j'étais comme, mais mon Dieu. Puis le pire, c'est que je m'en rappelais pas, mais mon beau-frère a regardé la saison 1 parce que lui connaissait pas. Puis je me rappelais pas que le dernier épisode de la saison 1, il torche aussi. Ah oui, c'est ça, exact. Je me souvenais que ça torchait, mais je me rappelais pas que c'était comme l'effet de surprise au dernier épisode. Puis là, ça a refait la même affaire, tu sais. J'étais pris de court, là. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment adoré ça. Oui. Ah ouais. Puis, tu sais, c'est ça qui est dur parce que je me répète, là, mais c'était tellement facile à échapper. Parce que la saison 1 était tellement bonne. Donc, tu sets les attentes super élevées. Puis, ce qu'ils ont réussi, puis que j'ai de la difficulté à m'expliquer, c'est que ça pourrait s'arrêter à 2 saisons et je serais très satisfait. La façon dont ça finit, c'est juste un chef's kiss. Ouais, je suis d'accord. Mais le lendemain, ils ont confirmé on revient pour une saison 3. Puis je suis toujours aussi content parce que l'histoire, la façon dont ça se termine, tu te dis ça peut soit arrêter là ou ça peut continuer. Exact. Dans les deux cas, ça va être magnifique. Et c'est juste beau. Ça une espèce de style visuel à la fin, puis je veux dire, ça fait mal en plus, cet épisode-là, il fait mal. Ben oui. Puis, si vous n'avez pas vu Severance, je me répète, mais je le disais il y a 3 ans, quand j'étais le seul à avoir regardé cette série-là, regardez ça. Puis c'est plate parce que là, on disait genre, hey, on va en parler quand ça va être la fin, mais en même temps, je suis comme, ben oui, on peut en parler, mais c'est juste... Mais on peut pas spoiler quoi. Parce que tout l'intérêt de cette série-là, c'est de découvrir toutes les surprises là, qui s'en viennent. C'est tellement bon avec sa femme Gemma, puis t'en apprends beaucoup sur le backstory de lui, de sa femme, mais aussi de plein de personnages secondaires, puis exact. Hey, c'est impressionnant là, c'est pour vrai. Je m'attendais pas à ce que ça dig deep de même dans ben des backstories là. Ouais, puis il y a un lore. Il y a un lore, il y a quelque chose là. Il y a vraiment, ils ont mis un effort exceptionnel. Bravo. Ouais. Je dois faire un shout-out à la face de Irving dessinée dans un watermelon. Oui. Quand ils font le pot de départ pour souligner le fait que Irving n'est plus là. En tout cas, c'est exact. Ça. Ouais, ça, c'était très drôle. Ouais. Puis moi, je vous ai déjà parlé de Ego, qui est une chaîne YouTube. Puis qui fait des vidéos, j'avais parlé de l'horreur existentielle de l'usine à trombone, puis etc. Là, il vient d'en sortir une autre, la semaine passée, je pense, qui s'appelle l'horreur existentielle de l'usine à trompette. Non? Non, c'est Serena, je crois. Puis, Serena. Ouais. Okay. Dans le fond, ce que ça raconte, c'est un genre de... Je sais plus si c'est un vrai jeu ou pas, mais c'est comme une simulation. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est, mettons qu'on aurait une exoplanète qui est pas la Terre, mais qui a des conditions très similaires à celles de la Terre.
Puis sur cette exoplanète-là, on enverrait juste une race de canaris. Puis mettons qu'après ça, on regarde l'évolution sur des millions d'années. Qu'est-ce que ça donnerait? Genre ça. Puis c'est super intéressant parce que des millions d'années plus tard, ben, le canari originel, il n'y en a plus. Non. Puis toute l'évolution a fait en sorte que dans certaines zones avec certains climats, ben là, il y a des dérivés qui sont genre des espèces d'oiseaux gigantesques qui ne volent plus. Puis là, il explique tout le concept de l'évolution, mettons, d'une espèce. Puis pourtant, on est parti juste de un modèle. Mais c'est super intéressant. Mais c'est ça, l'évolution. C'est ça, exactement. Puis là, il en vient à parler finalement de... Évidemment, il fait le rapprochement avec ce qui s'est passé sur Terre, l'évolution. Puis là, on viendrait tous de la même molécule que lui appelle le même papy pour tout le monde, qui est une bactérie qui s'appelle Luca, je pense, qui est comme l'une des premières bactéries ou molécules de laquelle est parti tous les dérivés ensuite de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Puis c'est super intéressant. Et puis, c'est ça. Fait que là, ce que je voulais dire par rapport à cette vidéo-là, vous irez la voir, mais tout dans l'humanité nous a toujours poussé à vouloir savoir ce qui était au-dessus de nous ou supérieur à nous, finalement, et qui pouvait décider ou organiser des choses qui dépassent un peu notre entendement. Nommez-les, des dieux, des aliens, des anciennes civilisations mystiques, genre l'Atlantide ou des affaires de même. Puis je comprends ça, tu sais, à quelque part, il y a quelque chose de vraiment rassurant dans le fait de savoir qu'il y a un être supérieur qui gère des choses pour nous. Ouais. C'est moins vertigineux que de se dire que tout ça, finalement, c'est peut-être juste le résultat de quelque chose de très chaotique. Mais la vidéo d'Ego qui présente l'évolution de notre planète sous cette métaphore-là de Serena, sa morale, c'est ça. On est quelques rares chanceux à faire l'expérience d'une vie consciente sur un petit bout de caillou dans notre coin d'univers, puis on est juste le fruit d'un très très gros hasard. On est vraiment une mince probabilité de faire partie d'un univers qui avait moins de chances d'exister qu'un cerveau de Boltzmann dont je vais parler tantôt. OK. En tout cas, ouais, c'était un lien vers le sujet. Mais tu peux parler d'autre chose si t'as autre chose à dire, mon cher Étienne. Oui, j'ai autre chose, malheureusement, parce que c'est correct. Mais je veux te parler d'une série télé que j'ai regardée parce que j'ai tellement de la difficulté à m'expliquer comment j'arriverai à classifier cette série-là puis raconter cette série-là. Mais ça s'appelle Frieren. Frieren. C'est un animé, donc l'animation japonaise, qui a été classée comme une des meilleures séries animées de 2024. Puis là, moi, je me disais, OK, regarde, j'ai vu Dan Da Dan l'an dernier, puis Dan Da Dan, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré. J'en ai pas parlé dans l'émission, on a manqué de temps beaucoup, puis bon. Mais là, je me disais, est-ce que ça peut être meilleur que ça? Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça meilleur que Dan Da Dan, mais j'ai besoin de faire une grosse mise en contexte pour essayer de t'expliquer ce que c'est cette série-là, et je te jure que je suis en train de spoiler absolument rien, et je suis pas en train de raconter la série non plus. Je te raconte le contexte, OK? Place-toi dans l'univers de Donjons Dragons. OK. Il y a un party, un groupe d'aventuriers qui contient un guerrier, un cléric, un nain et une elfe. Un elfe qui est une mage, qui vont tuer le roi des démons. Puis la quête dure 10 ans. Donc, ils partent en quête pendant 10 ans. Puis ensuite, ils réussissent à tuer le roi des démons. Puis là, la paix règne dans le monde. Puis tout le monde est content. Mais là, l'elfe, elle, techniquement, puisque c'est une elfe, elle vit pratiquement éternellement. Et donc, pour elle, 10 ans, c'est absolument rien. Il n'y a rien là, 10 ans. Mais pour les gens avec qui elle est partie en quête, 10 ans, c'est une épopée. Puis, pour la population du monde au complet, qui est pratiquement que humaine, 10 ans aussi, c'est énorme. Puis, tu sais, ils ont vécu ça, ils ont vu ça. C'est l'événement du millénaire, tu sais. Puis, elle continue sa vie après ça. Puis, c'est un peu ça, la série. C'est qu'est-ce qui se passe après la quête? La quête, là. T'es allé tuer le roi des démons. OK, la série commence après ça. Nice, j'aime ça. Puis, c'est weird parce que elle, tous les gens qu'elle connaît vont finir par mourir. Puis elle est habituée à ça. Alors, elle s'attache
pas trop aux autres. Puis, c'est un peu ça, la série. C'est un peu ça. C'est un peu sa perception du temps et des gens et des autres et de l'attachement émotionnel versus des humains qui, elles, savent qui elle est, qui savent qui le chef de leur party était dans le temps. Puis le gars, il est mort, mais il vit dans la légende, alors il vit encore. Donc, elle, c'est comme si, pour la première fois, au lieu que les gens vivent, ils meurent et on passe à autre chose, là, les gens vivent, ils meurent, mais ils continuent de vivre quand même, puis il est comme pogné à dealer avec ça. Puis c'est une série animée, là. C'est spécial. Puis c'est très, très lent, OK? Surtout au début. Puis ça m'a pris plusieurs épisodes avant de comprendre comment la série s'enlignait. Mais au final, tu sais, la série, c'est elle part en quête avec la fille adoptive du cléric qui, lui, il a fini par crever, tu sais, parce qu'il est mort. Il était trop vieux. Fait que c'est ça. Elle repart en quête, puis elle essaie de trouver un sens à tout ça. Puis c'est bon. C'est nice. bon, là. C'est bon. Elle part en quête de sens. Un peu, oui. Ah! Un peu, c'est ça qui arrive au final, parce que c'est vrai que... Non, mais j'aime ça. J'aime l'idée de il se passe quoi après qu'on ait vaincu le gros méchant, puis que... Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, la série au complet, c'est le post-game. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu ferais si t'étais un mage elfe, mais je suis convaincu que tu jaserais de paradoxe avec moi. Êtes-vous le plombier? Les paradoxes, Baptiste. Ouais. Qu'est-ce que t'as pour moi? Hey, il y en a beaucoup, puis en même temps, il y en a aussi qui reviennent très souvent. Il y en a qui se ressemblent. Oui. En fait, c'est drôle, mais je vais en parler de certains qui font partie de paradoxes qui sont traités dans des films ou des séries que j'adore énormément, mais c'est pas eux que je vais développer le plus parce que j'en ai choisi d'autres que je me disais, hey, ça, j'ai peut-être le goût d'en parler un petit peu plus parce que j'en parle pas souvent. Fait que, mettons, si je commence par parler rapido de... Puis là, je vais pas forcément nommer un paradoxe ou un film dans un certain ordre. En tout cas, mettons que je parlerais des films, du film Interstellar, évidemment, avec la série Dark, pour celles et ceux qui l'auraient vu, puis peut-être même la série Buddies, qui, en tout cas, là c'est juste pour parler des paradoxes temporels puis de causalité. C'est le premier paradoxe que je me suis dit, OK, ça, là, dans la sci-fi, ça revient tellement souvent, ce paradoxe-là. Le paradoxe de... et si j'allais dans le passé puis que je changeais des choses, qu'est-ce qui se passerait dans mon présent? Mais là, si tu sais, les fameuses grandes questions de si jamais j'empêche la Deuxième Guerre mondiale d'avoir lieu, est-ce que mes grands-parents se rencontrent? Puis est-ce que j'existe encore? Tu sais, fait que là ces histoires-là de, puis là ça va, en fait c'est drôle, ça fait lien avec un autre paradoxe que je connaissais pas qui s'appelle le paradoxe du grand-père. Oh oui, moi je l'ai celui-là, puis je veux t'en parler. Là. On va diguer dans ton affaire, mais ça c'est ça, l'effacement du passé. Puis ça m'a rappelé un très bon film que j'adore, c'est 12 Monkeys. Ok, je l'ai pas vu celui-là. C'est-tu quoi? Tu l'as pas vu? Ah, non, puis je sais qu'il faut que je le voie. Ça faut que tu vois ça. Mais vas-y, parle-moi du paradoxe du grand-père, mon cher Étienne. Ok, le paradoxe du grand-père, c'est si un voyageur temporel retourne dans le passé et rencontre son propre grand-père qui n'a pas encore eu d'enfant. C'est ça. Puis le tue par accident, on va s'entendre par accident, là. On n'encourage pas ce genre d'action. Alors, ce voyageur-là peut pas exister. Parce que son grand-père a jamais eu d'enfant, qui lui a jamais eu d'enfant. Bon. C'est ça. C'est le paradoxe avec Retour vers le futur. Un des multiples paradoxes, parce que je vais en revenir avec d'autres, là, mais un des multiples paradoxes de Retour vers le futur. Mais le paradoxe du grand-père s'appelle comme ça. Puis Futurama, que tu sais que j'adore, qui est écrit par justement des génies, des mathématiciens, des physiciens, ont pris ça au pied de la lettre. Non, faut que je te raconte. Donc, en gros, Fry voyage dans le passé
Et la cause, c'est parce qu'il y a un mélange entre une onde de choc créée par une supernova et le fait qu'il ait mis du métal dans le micro-ondes. Et à cause de ça, il voyage dans le passé et il voyage en 1947 et il s'écrase à Roswell. C'est eux l'OVNI de Roswell. Ah, c'est eux autres. C'est vrai. Et il va tuer son grand-père. Puis, lui, après, comme il existe encore, il est convaincu que c'était pas son grand-père. OK, ouais, je comprends. Et là, si lui, c'est pas son grand-père, elle, c'est probablement pas sa grand-mère. Puis elle trippe sur lui. Fait qu'ils finissent par c'est vrai. passer la nuit ensemble. Oui, tout à fait. Et le paradoxe est résolu parce qu'il devient son propre grand-père. Oui, c'est ça. Puis dans la... Ben, là, je jump là-dessus, mais dans la série Dark, c'est ce qui arrive. Il y a du monde qui change de timeline puis qui deviennent leurs propres ancêtres, tu sais, fait que leurs propres ancêtres. En tout cas, je rentrerai pas trop dans les détails, mais je sais pas pourquoi là. Je l'accepte en dessin animé, mais je l'accepte pas en série. Mais as-tu déjà vu Dark, Étienne? Non. Non, OK. Un jour tu la verras, puis un jour tu m'en as déjà parlé, je devrais le regarder. Un jour. Ouais. Mais en tout cas, le truc par rapport à Futurama, c'est que quand je te dis que ça a été écrit par des génies, eux, ils ont vérifié si génétiquement c'était possible que tu puisses être ton propre grand-père et avoir le même code génétique. Et mathématiquement, il y a une possibilité. Alors, oui, c'est possible. Alors, ils ont que fait cet épisode-là après avoir confirmé ça. Tu sais, tu vois le genre, là? Ils sont vraiment... Bon, c'est ça. J'adore ça. En passant, il y a une série que elle, je la nomme, mais je la nommerai pas dans mes exemples précis de paradoxes parce que je pense que chaque épisode pourrait traiter d'un paradoxe différent. Rick and Morty, à mon avis, ils doivent couvrir à peu près tous les paradoxes. Eux autres aussi, c'est écrit par des gens quand même assez férus de sci-fi et puis de théories scientifiques. Là, j'aurais aimé parler du chat de Schrödinger. Oui. Le chat de Schrödinger, c'est quelque chose qui nous apprend, c'est quoi les états superposés et qui est nécessaire, si je ne m'abuse, à la quantique, la physique quantique, plus particulièrement. Fait que, dans le fond, l'idée, c'est Monsieur Schrödinger a imaginé, il l'a pas fait pour vrai, cette expérience-là, il a imaginé quelque chose. Il a pensé à, si je mettais un chat dans une boîte, puis que là, il y avait un système là-dedans qui déclenchait, je pense, un nuage de poison quelconque pour tuer le chat, mais que ce système-là, avec le temps, en fait, c'est random le moment où il se déclenche. Tu sais, il y a comme pas une règle pour dire au bout de 10 minutes, il se déclenche. Non, c'est random. On sait pas quand est-ce qu'il va se déclencher, puis à un moment donné, ça se peut qu'il se déclenche puis que le chat meurt. Et l'idée du chat de Schrödinger, c'est de dire, tant et aussi longtemps qu'on n'ouvre pas la boîte pour regarder quel est l'état du chat, est-il mort ou est-il vivant, il est dans les deux états en même temps. Ouais. C'est ça la superposition des états. Puis, il y a en fait 2 jeux vidéo puis un film que je trouve super bon dans ce concept-là en particulier. Un jeu vidéo qui s'appelle Quantum Break, qui est un jeu d'ailleurs dans lequel il y a, je ne me rappelle jamais de son nom, mais je me rappelle que c'est lui qui jouait Littlefinger. Donc, bref, il y a des acteurs super connus. Puis d'ailleurs, c'est un super jeu parce que ce jeu-là, il est découpé, je pense, en 3 parties. Puis dans le fond, tu joues le jeu vidéo. Puis t'as des bouts qui ont été filmés avec les acteurs qui sont dans le jeu vidéo. Puis t'as un 20 minutes en 3 parties qui est splitté en plein milieu du jeu vidéo. À un moment donné, tu rentres en mode film, puis t'écoutes un 20 minutes de vidéo avec du acting, là, puis tout. Puis c'est vraiment cool. Puis une partie des décisions que tu prends a un impact sur la vidéo que tu vois. C'est quand même nice pour vrai. J'avais adoré ce jeu-là puis ce concept-là, mais ça parle beaucoup, ce jeu-là aussi, de la superposition des états, justement.
Il y a Stanley Parable aussi, qui est un excellent jeu. Hey, on peut en parler, ça? Oui, on peut en parler. J'ai découvert ça parce que je suis tombé sur une vidéo de Video Game Donkey sur YouTube. Ah, c'est drôle. As-tu déjà joué ou t'as juste regardé la vidéo? Non, okay. J'ai juste regardé la vidéo, puis lui, il fait des conneries le plus possible, tu sais. Ouais. Donc, je sais pas le jeu, c'est quoi le... C'est quoi le... OK, mais l'intro du jeu, c'est t'es dans un cubicule, je pense, face à ton ordinateur, puis là, c'est comme, tu décides de sortir de ton bureau. Tu sais pas trop ce que tu faisais. Il y a un narrateur qui dit que tu fais ça. Ouais. C'est ça. Puis là, le narrateur finit par te dire « Et là, Stanley prend la porte de droite, mettons. » Sauf que ça se peut qu'il y ait une porte à gauche aussi. Puis là, c'est drôle parce qu'il y a vraiment une interaction qui se passe avec le narrateur, mais dans la trame de fond, l'histoire du chat de Schrödinger puis de la superposition des états, c'est tu explores tous les états possibles, tous les chemins possibles. Ben ça fait appel à ça, le chat de Schrödinger aussi, c'est que tant et aussi longtemps que tu es encore dans ton bureau, mais tu sais, nous on fait les tests de savoir quels sont tous les chemins possibles, mais tant et aussi longtemps que la personne est encore dans son bureau, ben tous ces chemins sont possibles. Bref, en tout cas, ça me faisait penser au chat de Schrödinger, ce jeu-là, puis il est excellent. Pour vrai, j'ai jamais autant ri. J'ai jamais autant ri en écoutant un narrateur me parler, genre, puis j'essaye d'avancer dans le jeu, puis là, il me dit des trucs qui ont par rapport, il me ramène en arrière, puis là, tu sais, c'est vraiment drôle, les interactions de ce jeu-là, il est super bien pensé. C'est vraiment excellent. Puis... Moi, ça me fait penser à un truc, par contre, pour Schrödinger Scat, on parle aussi de board games, des fois. Oui. J'ai joué à un jeu de cartes qui s'apparente pas au Uno, mais au 9 ou des jeux de cartes classiques. Mais une carte plus forte que moi dans la sorte que j'ai mis. Puis, ça s'appelle Cat in the Box. Puis la façon dont ça s'apparente justement au Schrödinger's Cat, c'est qu'il y a des sortes qui sont déterminées que quand il y a des cartes qui sont déterminées que quand d'autres cartes ont été mises. Okay. Puis que tu peux pas savoir si tu te retrouves devant une impossibilité si quelqu'un d'autre fait quelque chose auquel tu t'attendais pas. Okay. Et ça rend... Ta carte, disons, correspond à aucune sorte jusqu'à ce que quelqu'un mette son autre carte. Puis là, soudainement, ça... Il y a ce genre de principe-là qui s'inspire de Schrödinger's Cat. Très cool. Cat in the Box. Puis, Cat in the Box. Puis le film dont je voulais parler en lien avec le chat de Schrödinger, c'est Mr. Nobody. Mr. Nobody. Ouais. Ce film-là, moi, je l'avais bien aimé. Il était avec Jared Leto. Vraiment. C'était un bon film. C'était un très bon film, même, de sci-fi. Dans le fond, tu vois tu vois, en fait, la version enfant de ce que Jared Leto deviendra. Mais tu vois un enfant qui est sur un quai de train, puis il a le choix entre rester avec son père ou partir avec sa mère. Puis là, le film te présente les deux timelines. Genre, qu'est-ce qui se passe de chaque côté? De façon récurrente, il va d'un côté du père, puis d'un côté de la mère, puis comment la vie du fils évolue selon le choix qu'il fait à ce moment-là, le choix fatidique d'aller vers l'un ou l'autre. Mais tant qu'il fait pas le choix, les deux vérités sont possibles. Fait que, tu sais... Ah, mais il y avait Cours Lola Cours aussi qui faisait ça, un film allemand, je pense. Ah ouais? Non, je sais pas, ça me dit rien. Que c'est 3 parties, c'est comme Lola a fait tel truc, Lola a fait tel truc, Lola a fait tel truc. Puis c'est comme il y a un sentiment d'urgence, puis là tu vois à la fin qu'est-ce qui se passe. Puis, Puis j'ai vu une extension de cette théorie, de ce paradoxe-là, du chat de Schrödinger que je trouvais super intéressante. Il disait que chaque état superposé, que tant que tu n'observes pas, tous ces états-là sont vrais, ça pourrait être des univers parallèles. Oui. Dans lesquels tout ça, chacun des univers parallèles, c'est la possibilité en question. Et ta décision te dirige vers un des univers. Ça. Tout à fait. Exact. En tout cas. Fait que voilà, ça c'était l'un de mes... je l'aime bien celui-là. Je t'invite à ce qu'on parle du paradoxe de l'écrivain dans ce cas-là. Aussi connu sous d'autres noms, dont le paradoxe de prédestination. De prédestination, oui, je l'ai vu. Mais vas-y, dis-moi ce que tu as à me dire là-dessus, mon cher. OK, c'est un peu l'inverse du paradoxe du grand-père. Là. C'est que c'est un événement qui devient sa propre cause. Disons, l'exemple classique, c'est qu'un inventeur d'une machine à voyager dans le temps, ou un inventeur d'une machine ou d'une chanson, d'un compositeur, peu importe, il recule dans le temps et il donne
les plans pour la construire à son lui du passé. Mhm. Et la seule raison pour laquelle il y a ces plans-là, c'est parce que son lui du futur lui a amené. Et donc, ça crée une boucle dont l'origine n'est pas claire. Mhm. Puis ça, dans les films, je veux dire... Mais ça arrive tellement souvent. Oui, Ben, c'est que ça. Terminator. John Connor envoie Kyle Reese dans le passé et Kyle Reese devient le père de John Connor. Tu sais, ça arrive quand même souvent, même que tu sais, ça soit à chaque fois souvent dans les scénarios, ça fait ça, c'est genre OK, je suis au courant de ce qui va arriver. Puis là, à faire en sorte à essayer de tout faire pour que ça n'arrive pas, c'est ça qui fait en sorte que ça arrive. Ouais, ben là, c'est plus de la destinée, là. mais c'est ça. Ça, c'est une des variantes, là. Oui, c'est ça. En tout cas, ça m'a de fait voyager dans le passé pour empêcher un événement de se produire, puis finalement devenir la cause de cet événement-là. Oui, exactement, c'est ça. Genre, Baptiste, quelqu'un a tué sa tortue. Et il est vraiment fru. Alors, il recule dans le passé au moment où il sait que sa tortue a été tuée. Et il attend le meurtrier. On a déjà parlé de Minority Report, puis c'est ça aussi. Il se voit en train de tuer, puis là, il se dit, ben tu sais, je veux dire, on le ressent non, mais moi, je suis pas un meurtrier, je suis quelqu'un qui est comme un policier, fait que, tu sais, je vais pas tuer quelqu'un, là, je ferais pas ça, tu sais. Puis au final, ça avance, puis il a la raison de tirer à un moment donné, fait que, tu sais, c'est ça, je trouve ça, c'est quand même intéressant, ça, mais ça revient très souvent, ouais, mais c'est ça, c'est le fun quand tu peux ficeler quelque chose d'intéressant autour de ça. Ouais. Des fois, la façon dont c'est utilisé est au mieux qu'un clin d'œil intéressant. Des fois, j'ai l'impression que les auteurs se disent c'est un coup de génie, mais il y a beaucoup de déjà-vu. Tu sais, même, je parlais de Terminator tantôt, Terminator 2, le bras d'Arnold à la fin du 1 est trouvé par des chercheurs, puis ça devient l'inspiration et la cause de la création de Skynet et donc des Terminator. Et, tu sais, c'est comme, OK, ben c'est cool, mais moi, je sais que quand j'étais jeune, puis ce film-là était sorti en VHS, puis on l'avait loué, parce que, bon, surveillance parentale, I guess, elle n'existait pas, c'est tellement pas de notre âge, mais on l'avait loué, on l'avait regardé. Je me rappelle que j'avais refusé la prémisse que c'était la cause... Tu sais, comme le bras était à l'origine de la création des robots. Je me rappelle que moi, à 10 ans, elle m'a fait non. Je refuse. Non, ça peut pas. Non. Mais, et pourtant, je suis un méga fan de Retour vers le futur, puis Retour vers le futur en a de ça. Je veux dire, Marty McFly apprend Johnny B. Goode à Chuck Berry. Mais lui, il l'a appris de Chuck Berry. Alors, l'origine, c'est qui? Ça. Bon, c'est pas... même chose, Marty convainc le concierge du café de devenir maire, mais juste parce qu'il a vu qu'il allait devenir maire. Et donc, tu sais, c'est... Puis, c'est toujours... toujours présent dans les trucs de voyage dans le temps. Vraiment. Ça revient souvent. Une boucle tout le long. Ouais, puis là, tu sais, on parlait tantôt du paradoxe temporel, la causalité, tu sais, ça fait un peu le lien aussi avec ça, puis en tout cas, ça se recoupe tout ça un peu souvent dans les œuvres de sci-fi, c'est vrai. Ouais. Même Star Wars. C'est vrai. Tu sais, Qui-Gon a seulement insisté pour qu'Anakin devienne Jedi parce qu'il croit que c'est l'élu. Il croit que c'est l'élu à cause d'une prophétie. Et l'élu va ramener l'équilibre à la Force. Mais l'élu, à savoir, est-ce que ça arrive à l'épisode 3 ou à l'épisode 6, ça, c'est pas clair. C'est très débattu. C'est définition de l'équilibre, s'il vous plaît. Mais tu sais, la prophétie s'est réalisée seulement parce que la prophétie existe. Bon. C'est vrai. Ben là, je peux peut-être embarquer sur les cerveaux de Boltzmann dont je parlais justement dans ma semi-transition. Ben c'est ça, je pense, c'est cette pensée-là qui a donné la théorie qu'on vit peut-être dans une simulation. Ça a été dérivé, je crois, de ça. Fait que là, je vais partir de Boltzmann. Boltzmann, c'est un scientifique, si je ne me trompe pas, du 20e siècle, peut-être début du 20e siècle. Je me rappelle plus des dates exactes, mais ce que je sais, c'est que il existait à une époque où les scientifiques s'obstinaient à savoir est-ce que la durée de vie et la grandeur de l'univers sont finies ou infinies.
Fait que là, c'est dans l'air du temps à ce moment-là. Puis là, ce que Boltzmann a dit, le statement qu'il a fait, c'est il y aurait plus de chances qu'un cerveau bourré de fausses mémoires apparaisse de façon spontanée. Puis là, je parle même pas d'un cerveau dans un corps humain, mais juste un cerveau qui apparaîtrait de façon spontanée puis qui serait bourré de fausses mémoires pensant qu'il a vécu telle vie, telle affaire, etc., que de faire l'observation de l'existence de l'univers tel qu'on le connaît actuellement. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que c'est ça, c'est que dans le fond, c'est vraiment une infime chance. Et ce qu'il disait, c'est fou que on soit parti de quelque chose d'aussi structuré, condensé, qu'il y ait eu un Big Bang qui ait donné tout ça, puis que là, il y a une planète sur laquelle on est, puis là, puis que nous, des humains conscients, on fasse l'observation de ça, tu sais. Il dit, les probabilités sont ridicules que tout ça arrive, tu sais. Puis là, il dit, il y a plus de chances qu'un cerveau apparaisse de façon spontanée, puis c'est pour ça qu'on appelle ça les cerveaux de Boltzmann, mais c'est ça aussi en partie de, tu sais, mettons, après ça, je pensais à genre la Matrix, mettons, puis ces fameuses théories de la simulation-là. Il y en a une autre que j'adore aussi, qui est un épisode de Black Mirror qui s'appelle San Junipero, je pense, puis tu fais juste comme uploader. Quand t'es une vieille personne, je pense que tu peux comme t'en aller dans un univers parallèle virtuel, je pense. Puis, en tout cas, fait que tu peux t'uploader tranquillement, même si ton corps physique meurt, tu peux comme t'en aller dans une simulation pour vivre le restant de tes jours de façon infinie, mettons. Fait que c'est ça. Bref, j'ai pensé à ces œuvres-là en lisant sur les cerveaux de Boltzmann. Moi, il y a un truc par rapport à ça. Puis là, on discute entre nous. Là. Moi, j'ai rien d'un philosophe et j'ai rien d'un scientifique. OK? Je ne suis que le poireau dont tu mentionnais. Non, c'est moi le poireau. Tu sais, c'est comme... OK, disons que j'ai mon D20 ici, là. J'en prends 30 000. Et je les lance par terre et je les aligne. Puis là, ça donne une série de chiffres. Là, je pourrais très bien te dire, mais quelles sont les probabilités que j'ai obtenues exactement à cette série de chiffres-là? C'est impossible. Mais en même temps, c'est comme, fallait qu'il y ait quelque chose qui sorte de ce lancer de dés. Exact. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est valide de dire comme, regarde, c'est impossible qu'on ait obtenu ça, là, les chances sont tellement minimes? Ouais, c'est comme, mais oui, mais si c'était pas ça, c'était autre chose. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est juste moi? Non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. J'essaie de faire le lien avec les cerveaux de Boltzmann en ce moment, mais... J'aimerais ça de l'entendre, Boltzmann, là-dessus. Est-ce qu'il est encore vivant? Non, il est plus vivant. Est-ce qu'il s'est pas uploadé dans un système... je suis déçu. Non, mais je trouvais ça intéressant. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis c'est vrai, tu sais, j'en parlais aussi au début par rapport à la vidéo d'ego. On est le fruit d'un heureux hasard, puis tout ça, on est vraiment chanceux de faire l'expérience de la vie consciente. Tu sais, mais c'est vrai qu'en même temps, tout ça, il y a eu des actions qui ont eu lieu, puis on est le résultat de ça, fait qu'on soit une mince probabilité, elle a quand même eu lieu. Tu sais, il n'y a pas de... Moi, je trouve ça cool. Oui, c'est vraiment nice. Tu es une mince probabilité. Ah oui. Et moi aussi. Ah oui, très, très mince probabilité. Puis après ça, si tu combines à ça les probabilités qu'on se rencontre à l'échelle de la planète, puis que on va loin. Ça se peut pas, Baptiste. Ça se peut pas. Ça doit être qu'on fasse un podcast en ce moment. Il y a plus de chances qu'il y ait comme un cerveau qui apparaisse puis qui take over notre podcast. C'est ça qui va arriver. Oh non. Oh non. Ça y est, on vient de perdre notre podcast. Voilà. Fait que, parlant de destinée, est-ce que tu connais le principe de Nivikov? Nivikov, non. Non, ça ne me dit rien. Lui, c'est un principe par rapport au paradoxe temporel. Ouais. Mais tu sais, lui, il essayait d'expliquer, OK, si vraiment il y a du voyage dans le temps, dans le temps, sa déclaration, c'est impossible pour un voyageur temporel de créer un paradoxe. Parce que toutes les actions entreprises par ce voyageur temporel-là ont toujours fait partie de l'histoire. C'est comme, tu sais, il n'y a pas de point d'origine. C'est ça. Je comprends. En résumé, on ne peut rien changer en voyageant dans le temps. Je trouve ça intéressant parce que c'est vrai. En même temps, ça te dit il n'y a pas moyen de foutre le bordel parce que si tu essaies d'aller foutre le bordel, tu ne seras pas capable de le faire. Ouais. Ou si tu le fais,
mais ça a toujours été ça. Ouais, au final, ça. tu vas revenir au point de départ, puis ça va être exactement la même chose. Ouais. Mais d'un autre côté, tu as l'aspect de, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le libre arbitre, on n'a pas le choix de faire ce qu'on veut? Si le voyage dans le temps est impossible et que ce principe-là s'applique, on n'a pas le free will, dans le fond, le choix de faire ce qu'on veut. Ben, puis même, là, c'est ça drôle. rentre dans le philosophique. Oui, c'est ça, dans le philosophique. Puis c'est drôle parce que je me rappelle avoir, à un moment donné, vu je l'ai pas lu en détail, mais il y avait une étude scientifique qui était passée. Il y avait des scientifiques qui s'étaient penchés sur la question de quand tu fais un choix, à quel point, au moment où tu nommes, mettons, le choix que tu fais, entre A ou B ou peu importe quoi, à quel point ton cerveau, il avait déjà fait le chemin en fonction de tout ton vécu, puis tout ton passé subjectif, puis toutes tes affaires, puis etc. Puis là, il y a l'aspect, il disait, je pense, ça peut aller jusqu'à 12 secondes avant que... Ben, tu sais, tu prends pas toujours 12 secondes à faire un choix, là, des fois ça prend moins de temps que ça, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est, je pense, ça peut prendre jusqu'à 12 secondes. Pendant un 12 secondes, mettons que quelqu'un formulerait sa réponse juste au bout de 20 secondes, mais peut-être que les 12 premières secondes, son cerveau a déjà fait le choix à sa place en fonction de... toutes ces mémoires, tous ces souvenirs, puis toutes ces expériences, puis tu sais, la personne a l'impression qu'elle fait un choix de libre arbitre, puis au final, il y a comme sa patente là qui a comme qui fait des choses sans qu'elle s'en rende compte à la limite là. Non mais tu sais, c'est ça. Il y a une question qui est rentrée dans le cerveau, il y a une réponse qui est sortie, input output. Ouais, c'est ça. Bon, moi je fais de la programmation, souvent c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Puis bon. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite black box à la base, à la place des fois de notre cerveau, là. Il se passe des choses qu'on comprend pas, puis on les saisit pas, là. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Mais peut-être qu'on pense qu'on a le contrôle, puis on l'a pas, là. Oui, c'est ça. Peut-être que la conscience, c'est un... Mon bras droit s'est levé, je sais pas pourquoi. Ah, mais là, Baptiste, c'est ton bras gauche qui le tire vers le haut, là. C'est ça qui se passe. Ah, c'est bon. Ah, ouais, je connaissais pas ça. C'est bon, c'est bon. Là, j'en ai un dernier, un paradoxe. OK. Ben, t'en as peut-être plus, c'est correct, on va parler de tien, mais... Let's go! Je voulais parler du paradoxe du transporteur. Ben là, ça parle, dans le fond, c'était pas très clair au début, mais... Dans le fond... Non. Non, pas Jason Statham. Non. Jason Statham, non. Non, ça parle de l'identité puis de la continuité de la conscience. Puis ça, c'est souvent rattaché à quand on parle de télétransportation. OK. Téléportation. Ouais. Oui, je sais où tu t'en vas. Fait que dans le fond, ça, il fait mettons que je vous parle rapido de... Puis là, c'est drôle. Après ça, je vais vous parler d'une théorie que j'aime beaucoup, qui est une théorie qui date de l'Antiquité, qui est en lien avec ça. Mais la téléportation, si on regarde ça d'un point de vue très, très froid, très scientifique, actuellement, ça serait de dire, on va faire une copie d'Étienne, atome par atome. On va enregistrer cette copie-là à quelque part. On va désintégrer le Étienne qui est là. Puis il voulait, lui, réapparaître à Tokyo. Ben, on va le reconstruire atome par atome à Tokyo, cet Étienne-là. Oui. Mais là, la continuité de la conscience d'Étienne qui s'est faite désintégrer ici à Québec, elle est où? Est-ce que le Étienne là-bas qui a les nouveaux, qui a encore tous les souvenirs, parce qu'évidemment on a aussi gardé tous tes souvenirs, on a remappé tout ça dans ton cerveau, mais à quel point ta conscience a vraiment continué, ou alors c'est un autre Étienne qui a exactement les mêmes souvenirs que le premier Étienne, tu sais. Le bateau de Thésée. Eh ben c'est exactement ça la théorie du bateau de Thésée, c'est que si tu déconstruis, en fait si tu reconstruis planche par planche un bateau à 100%, est-il encore le même bateau à la fin? C'est ça la fameuse grande question. La différence, c'est que le bateau de Thésée, c'est progressif. Tu changes une planche qui était... Exact. Bon, puis au final, est-ce que c'est le même bateau? Oui. Mais là, la téléportation, tu sais, c'est un peu comme ce que tu as dit avec l'épisode où les personnes âgées, avant de mourir, s'uploadent dans le cloud puis vivent dans le cloud. Mais est-ce que c'est vraiment eux? Non. Parce que, tu sais, dès l'instant où il peut avoir un glitch et soudainement, la désintégration n'a pas fonctionné, mais la réintégration a fonctionné. Oui, c'est ça. Ben là, t'as deux Étienne qui sont persuadés qu'ils sont chacun le Étienne originel.
Ou si réellement ta conscience se rattache à ton élément téléporté, tu as la conscience des deux en même temps. Oui, c'est Et ça. ça doit être Ça doit être bizarre. Puis là, parlons d'une œuvre de sci-fi en lien avec ça. Mon cher Christopher Nolan, Le Prestige. Oh. L'as-tu vu venir, celle-là? Non, je l'ai pas vu venir. Tu sais pourquoi? Ça fait tellement longtemps que j'ai vu ce film-là. OK. Ben, Puis je me rappelle plus des détails. spoiler Donc, alert, là, j'ai pas le choix de parler du spoiler principal du film pour parler de ce paradoxe-là. C'est que dans le fond, il y a un tour de magie très impressionnant qui consiste, je crois, à... je me demande s'il est pas enfermé dans quelque chose, puis il disparaît ou... bref, il réussit à s'en sortir. Mais en réalité, ce qui se passe backstage, mettons, que tu découvres juste à la fin du film, c'est que il a comme créé une copie de lui à chaque fois qui mourait pour le show. Fait que là... Hey, je me rappelle pas de ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Il y a comme un clone qui se crée de lui à chaque fois, je pense. Puis qui meurt dans l'expérience, mais c'est juste pour le show. Puis c'est ça le prestige. Oh, God. Ah ouais, non, c'est ça. Fait que ça m'avait fait penser à ce film-là que j'avais beaucoup aimé aussi. Ouais. Ouais. Moi, c'est pour ça que... veux-tu qu'on te désintègre pour te réintégrer? Ouais, tu sais quoi? Je suis pas sûr. Puis, je pense qu'on en avait parlé par un épisode passé, mais tu sais, tu pourrais même te poser la question, là, quand tu t'endors, est-ce que c'est bel et bien la même conscience qui reprend conscience? Ben oui. Ou c'est un nouveau Baptiste? Ben, puis même, tu sais, je veux dire, c'est drôle. Ça me fait penser à l'épisode de Rick and Morty où ils se battent contre ceux de la nuit. Il y a ceux du jour versus ceux de la nuit. T'as-tu déjà entendu parler de cet épisode? Oui. Ben, tu m'en avais parlé dans un épisode du podcast. Ouais, exact. Oh là là. Vas-y. J'en ai un autre pour toi. Ouais. Il y a le paradoxe de Fermi. Oui, mais écoute, celui-là, c'est le grand classique. C'est ça. C'est comme, y a-t-il des personnes, y a-t-il de la vie extraterrestre, y a-t-il des gens ailleurs que nous, mettons, dans tout l'univers, puis... Et s'il y en a, sachant que notre étoile est relativement jeune et que la quantité d'étoiles est pratiquement infinie dans l'univers... C'est soit qu'ils n'ont pas les moyens technologiques mettons, de nous reach out, ou qu'ils n'ont pas envie qu'on sache qu'ils existent, mettons. Ce qui serait une autre possibilité, je pense. Ou il y a une des possibilités qui est vraiment, vraiment glauque, c'est que toute civilisation va pratiquement, sans exception, s'auto-détruire avant d'atteindre la capacité de devenir interstellaire. Ouch pour nous autres. Oui, exact. Mais d'un autre côté, il y a une façon de voir le paradoxe de Fermi, qui, techniquement, la phrase, je pense, c'est « S'il y a infini de galaxies et que la vie peut exister ailleurs que sur Terre, vu l'âge de l'univers, pourquoi on ne voit pas des traces visibles d'autres civilisations extraterrestres? » Bon, mais je trouve que c'est une façon très humaine de voir ce problème-là, parce que, tu sais, la vie ailleurs peut prendre tellement d'autres formes. Ben oui. Puis, tu sais, la question se pose à cause d'ondes radio. Ah, on verrait des ondes radio, c'est comme... Hey, qui dit qu'il communique par autre chose. Parce que l'affaire, c'est qu'on aurait le goût que ce soit un alter ego qui nous ressemble un petit peu trop, mettons, qui est comme, justement, ses moyens de communiquer, ses moyens d'analyser ou de regarder l'univers. Puis l'autre affaire, c'est aussi que ça se peut que sur des planètes, ça soit justement, tu sais, je vous parlais de la vidéo d'ego. Il y a peut-être juste des bactéries dans une grosse soupe en ce moment qui ont ben du fun, mais qui seront jamais de la vie intelligente, qui vont comme s'en aller vers l'espace, là. Qui sont de la vie super intelligente, mais ils se disent, on a trop de fun. On a trop de fun ici. On va une grosse soupe. On va prendre soin de notre environnement pour essayer de perdurer le plus longtemps possible. Pas besoin de prendre d'expansion. C'est réglé, tu vois. Réglé. Problème réglé. J'en ai un dernier. Oui, vas-y. Puis c'est tiré de sci-fi, c'est tiré de la série des robots d'Asimov et aussi de Foundation. OK. Parce que tu connais les 3 lois de la robotique? Oui. Je vais les dire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les 3 lois que les robots doivent respecter. C'est comme, c'est dans leur firmware, ils ne peuvent pas s'en tirer autrement. Puis ces 3 lois pour protéger un peu les humains, dans le fond. Donc, la loi numéro 1, c'est un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger.
ensuite, la règle numéro 2, c'est un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Et la règle numéro 3, un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Puis là, paradoxalement, ça se peut très bien qu'en obéissant à la première loi et qu'en sauvant un humain, un robot mette en danger d'autres humains. Et dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Puis, j'en parle parce que, tu sais, les 3 lois de la robotique, c'est quand même quasiment la base du sci-fi. Là. On s'entend, là, Asimov, tu sais, à part Jules Verne... Tolkien a jeté les bases, mettons, pour D&D, puis ben des affaires de fantastique, puis ben Asimov a jeté les bases pour beaucoup de choses en termes de sci-fi, Exactement. Puis, tu sais, Asimov lui-même a fait face à, probablement par d'autres nerds qui ont dit comme « Hey, as-tu pensé à ça? » Puis il a fait comme « Ah, faudrait bien que je trouve une solution. » Puis est arrivé avec une solution à ce paradoxe-là et il l'a ajouté dans certaines de ses histoires. Donc, il a créé la 0e loi de la robotique qui un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité ni par son inaction permettre que l'humanité soit exposée au danger. Mais là, l'affaire avec cette loi-là, c'est que les robots, en tant que tels, n'étaient pas capables de compute la loi parce que c'était trop demandant de calculer si je sauve lui. Exactement. Puis là, tu peux après ça arriver à des... Ah, je viens de penser au Trolley's Paradox là, ou Trolley's Problem. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi tu sauverais, mettons, un humain ou 10 humains qui sont sur une traque de chemin de fer ou une autre, mettons, tu sais, fait il y a l'histoire de genre, il y a un bébé d'un côté, ou bien il y a 10 adultes, mettons, ou 10 personnes âgées. Quel choix tu fais, mettons? Fait que là, ça devient des choix moraux très, très spéciaux. Puis là, attends, ce bébé-là, est-ce qu'il va devenir Hitler? Ou il va devenir, ou il va devenir Keanu Reeves, les deux opposés. Bon, Puis c'est drôle que tu parles de ça, Étienne, parce que j'ai lu le cycle des robots, les 6. J'ai pas lu tous les Foundations encore, mais ça va venir un jour. Puis le cycle des robots, moi, le feeling que j'ai eu en fermant le dernier tome, c'est Asimov nous a présenté 3 lois au début, puis là, il nous raconte de plein de façons, puis de plein d'histoires, comment ces 3 lois, ça peut chier. C'est juste ça que ça fait, le cycle des robots, c'est de te montrer que même avec ces 3 lois, ça se peut que ça chie, ça se peut qu'il y ait des cas que c'était impossible de penser à ça parce que des situations s'y prêtaient pas, puis en tout cas, c'est vraiment c'est intéressant comme œuvre. Tu penses que t'es comme OK, les 3 lois, cool, ça va diriger tout le reste, puis finalement il y a plein de moments où ça chie solide. Puis la raison pour laquelle j'implique Foundation là-dedans, c'est que moi j'ai découvert la 0e loi avec Foundation et non avec les robots. Parce qu'à la fin, Asimov relie ces 2 univers ensemble. Puis, tu sais, Asimov était un connard, misogyne, hautain et compagnie, mais il a écrit du bon divertissement. Entre guillemets. Je dis, ma blonde est en train de m'entendre en ce moment, puis elle fait comme « non. » Non, c'est mauvais ce qu'il fait. Mais Monsieur Spock? Hey, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de J'adore ça. Si vous désirez nous encourager, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez vous abonner au podcast pour vous assurer de ne pas manquer d'épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles ou un petit pouce en l'air. Ou un commentaire, un petit geste. Ça nous aide toujours beaucoup. Vous pouvez également vous rendre sur j'adoresapodcast.com pour voir tous les liens pertinents. On est sur les plateformes de podcast traditionnelles, donc YouTube Music, Apple Podcast, Spotify, Audible, Amazon Music. On est aussi sur les réseaux sociaux. Puis on a un Discord que je vous invite fortement à rejoindre à partir de notre site web, puis discuter de toutes sortes de sujets que vous adorez avec nous. On a aussi une boutique en ligne. Vous allez trouver plein d'articles, j'adore ça, sur cette belle boutique. Puis chaque achat, ça nous aide à continuer le podcast. Alors, merci. Sur ça, Baptiste,
On se revoit la prochaine fois. Les astronautes, même chose. Abonnez-vous, revenez-nous. On se voit au prochain épisode. Bye! Bye!